Voilà, une nouvelle rencontre ici ce mercredi 21 mai à Santexpo sur le plateau télé de FHP Direct et une rencontre que je pense vous trouverez, mesdames et messieurs, nombreux qui nous regardent, qui assistent à notre émission, que vous trouverez originale puisque nous recevons Patrick Martin, le président du MEDEF, le président des entreprises de France. Et c'est à la fois un grand moment, je crois, pour nous, et notamment de vous demander, Patrick Martin, c'est la première fois à Santexpo? On vous avait déjà vu? Je dois l'avouer. Ah, très bien. Je dois l'avouer. Bon, alors vous allez donner vos impressions sur ce moment que vous vivez ici, mais imaginons le dynamisme, en réalité, qui, j'espère, vous frappe. Mais nous allons en reparler. Vous êtes donc également l'invité de Lamine Garbi, qui est toujours très attaché à son engagement auprès des entreprises. Peut-être, Lamine, oui? D'abord, merci Patrick pour ta présence. Tu étais venu à Nancy avec une table ronde très appréciée des adhérents et surtout pour ton engagement santé. Parce que c'est vrai que tu as pris à bras le corps la santé avec une task force qui est présidée par Yves Laquelle et Frédéric Van Rockeghem, qui est bien connu de notre milieu économique santé. Et puis bien sûr, le comité des acteurs de santé qui avait été initié par Geoffroy Roux de Bézieux, que tu as continué et qui est force de proposition. Et je voulais t'en remercier en ouverture de ce temps. Et merci encore de nous donner peut-être quelques secrets sur les négociations, sur la prévention, sur la formation. Je prends ton rôle, parce qu'à chaque fois, il me le dit, tu joues le rôle du journaliste. Alors c'est un duo, on se connaît depuis des années, et on se partage le plaisir d'avoir à t'interviewer, puis à écouter tes propos. Moi, en recevant le président du MEDEF, je me demande d'abord, effectivement, mais je pense que les gens se demandent ça, en quoi le président du MEDEF s'intéresse tant aux questions de santé? Et puis d'autre part, mais on est là pour en parler, vous nous direz ce que vous pensez de ce dynamisme, enfin en tout cas de la réalité du monde entrepreneurial ici. Enfin. Alors, peut-être le premier point sur la santé. Lamine Garbi dit que vous vous intéressez à ce sujet. Pour quelle raison? Je vais commencer par vous dire combien je suis content d'être parmi vous, de retrouver mon ami Lamine avec toute son énergie et sa contribution aux actions collectives. Et Dieu sait si on a besoin d'actions collectives en ce moment. Alors j'ai compris de votre propos introductif qu'il fallait que je sois original. Alors, je ne sais pas si je réussirai à être original, je vais du moins m'employer à être intéressant, vous me le direz. Non, je suis évidemment d'abord très impressionné par les dimensions, la fréquentation de ce salon qui, si j'avais le moindre doute, me conforte dans l'idée que votre secteur est d'abord un enjeu économique considérable, enjeu économique social, et puis un enjeu bien au-delà, un enjeu pour notre société, pour l'ensemble de nos concitoyens, et je le dis pour notre économie. Donc moi je suis pleinement conscient en particulier de l'importance du secteur que vous représentez, plus de 1000 établissements que vous représentez, les 200 000 emplois qualifiés que vous représentez, et puis au-delà de ça donc tout ce que vous apportez au bien-être du pays. Et notre pays a besoin de bien-être, j'allais dire plus particulièrement en ce moment. De la même manière, je suis parfaitement conscient des enjeux budgétaires que ça recouvre, à un moment où les finances publiques étant dans un état critique, l'État, dont c'est la pente naturelle, a une propension encore plus marquée à aller chercher de mauvaises économies, je veux dire par là, apporter de mauvaises réponses à de vrais problèmes. Et je crois que c'est notre intérêt collectif, notre enjeu collectif, je parle de nous les entrepreneurs, que de, si vous me permettez l'expression, remettre l'église au milieu du village et faire valoir de manière peut-être plus résolue encore qu'on ne l'a fait jusque-là, ce que nous portons, la contribution que nous apportons, que vous apportez au bien public d'une manière générale, mais je le redis également à l'économie, au territoire, parce que par définition une capillarité de votre secteur d'activité qui est absolument essentielle et qui je dirais est native, et que donc on ne laisse pas notre pays qui est en situation de danger dériver vers des terrains inconnus qui pourraient mettre en péril, je le redis, le secteur d'activité, mais au-delà de ça, mettre en péril la population elle-même.
Donc, je confirme ce qu'a dit Lamine. On a ce comité acteur de la santé. Je te remercie de le présider. Je le redis avec toute l'énergie, la résolution et les convictions qui te caractérisent. J'ai installé effectivement une task force santé en lien avec tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une forme de criticité de la situation dans laquelle l'ensemble de nos secteurs d'activité, le vôtre en particulier, se trouve confronté et qui produira dans des toutes prochaines semaines. Hein. Et moi, la feuille de route, hein, ou non pas la consigne, hein, parce que le président du MEDEF, ça peut vous surprendre, n'est pas hiérarchique, ça se saurait, hein, la mine ne le tolérerait pas d'ailleurs. Mais la feuille de route que j'ai préconisée, que j'ai fixée, c'est pas de tabou. Ne nous laissons pas nous-mêmes enfermer dans cette espèce de conformisme, de routine et de schémas préétablis dans lesquels l'État, la puissance publique voudrait nous installer. Je suis un libéral, les circonstances à nouveau nécessitent qu'on fasse preuve d'audace, d'originalité et de beaucoup de détermination. Et donc, moi j'ai demandé à cette task force qui réunit tous les acteurs de la santé, nombreux, puissants, de proposer des solutions radicales. C'est des solutions radicales. Alors, pardon, je finis oui, là-dessus et j'en ai fait part au ministre. Hein, je sais qu'il était là très normalement, hein, il y a quelques heures encore, Yannick Noder. Je l'ai rencontré donc il y a 3 semaines et je lui ai dit il faut arrêter cette espèce d'autoritarisme, d'impérialisme, d'omniscience de l'État. Si l'État était aussi efficace que ça, notamment en matière de santé, ça se saurait. On n'aurait pas de dérive budgétaire telle qu'on l'observe. On aurait une efficience du système de santé qui serait meilleure que ce qu'elle est actuellement. Il faut faire confiance aux acteurs privés. Et donc le ministre, spontanément d'ailleurs, hein, il faut lui rendre hommage de ce point de vue, le ministre viendra plancher devant nous le 4 juin au soir dans un format qui permettra la liberté de ton, la liberté de propos et j'espère bien qui permettra d'aboutir à des solutions radicales. Bon, pour bien vous comprendre tous les deux, hein, puisque vous êtes impliqués tous les deux sur ces sujets, c'est sur les questions essentiellement de financement qui vous occupent ou les questions d'organisation du système de santé. Vous me direz, tout est lié, mais enfin, d'une manière générale, d'abord, si on veut tenir les comptes, il y a une question de ressources et il y a une question de dépenses. Hein. On va faire les choses très simples. Donc, est-ce qu'il manque des ressources ou est-ce qu'il y a, selon vous, puisque vous appelez à des réformes radicales, il y a trop de dépenses, enfin l'un ou l'autre? Non, on travaille sur l'efficience, la qualité, la pertinence et la simplification. La santé, c'est 266 milliards. La justice, c'est 20 milliards. C'est énorme. Donc je pense qu'il faut se poser la question, peut-être pas forcément sur beaucoup plus de ressources globales, mais sur, je dirais, l'efficience de ces ressources. L'efficience. 35% de l'activité est réalisée par le privé. 35% pour 17% des ressources. Ça, c'est l'efficience. Donc nous, il nous faut un peu plus de budget pour continuer à innover et à progresser et peut-être regarder ce qui se passe dans les autres secteurs qui sont extrêmement denses et lourds et où on pourrait faire des économies. Vous me voyez venir quand même, parce que si on parle de ressources ou de déficit, c'est que peut-être on peut se poser la question, est-ce qu'il manque des ressources? Donc ça passe par quoi? On augmente les impôts des entreprises, Monsieur le Président? Certainement pas, on a tous en tête, parce qu'on souffre dans notre chair, on est directement concerné, qu'on est dans le pays qui, au monde, a les prélèvements obligatoires les plus élevés. Si c'était la solution d'augmenter encore les taxes et les impôts, ça se saurait. La France aurait en toute chose, je parle de la santé, mais je parle également de la sécurité, je parle de l'enseignement, aurait les meilleures performances du monde. Ça n'est malheureusement pas le cas. Après, il faut réconcilier ça avec une réalité qui n'échappe à personne. Il y a des facteurs démographiques qui font que structurellement, les dépenses de santé augmenteront. Il y a de nouvelles pathologies qui peuvent apparaître ou qui apparaissent. Il y a de nouveaux traitements qui apparaissent, qui sont parfois plus coûteux, mais qui sont souvent plus efficaces. Et donc, c'est pas binaire, c'est pas effondrement des dépenses et on a tout réglé. Évidemment, non. Il faut qu'on se prépare, il faut qu'on s'adapte à cette augmentation inéluctable des dépenses de santé. Et donc, la vraie solution n'est pas dans l'augmentation des impôts. Il faut au contraire baisser les impôts au sens générique du terme. On reparlera peut-être, tu voulais que je m'exprime sur le dessous des cartes des réformes des retraites, de l'assurance chômage. Donc ça recouvre un certain nombre de sujets. Mais enfin, la France avait 18% de son PIB en dépenses sociales en 1975. On est à 32%.
Là aussi, la population a augmenté, elle a vieilli, donc ça peut expliquer sur la santé à proprement parler l'augmentation de ces dépenses, mais est-ce qu'on a à ce jour une efficience de nos systèmes collectifs bien meilleure qu'en 1975 ? Manifestement, non. Donc nous, ce sur quoi on pense devoir travailler, c'est effectivement sur l'efficience. Je le redis, en prenant mieux et plus appui sur le secteur privé, qui d'évidence est plus agile, est plus innovant, est plus imaginatif. Travailler par ailleurs sur la simplification, l'allègement en définitive de tout cet environnement du secteur de la santé, la CNAM en particulier, les ARS qui génèrent des coûts de fonctionnement manifestement excessif. Moi, j'ai bien en tête les benchmarks, les comparaisons qui existent à cet égard avec des pays qui sont comparables. Je ne parle pas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, que je respecte infiniment, sans la connaître d'ailleurs. Oui, parce qu'on risquerait d'avoir l'ambassadeur de Oui. Papouasie-Nouvelle-Guinée Non, mais fait une remarque. Je parle d'évidence de l'Allemagne, de l'Espagne, etc., qui, à certains égards, sont moins bien dotés que nous. Mais enfin, quand même, les coûts d'administration sont d'évidence sensiblement inférieurs. Non, je finis là-dessus. Oui. Donc il y a un enjeu de simplification, il y a un enjeu de digitalisation qui est absolument évident, il y a un enjeu de confiance et d'équité entre le secteur public et le secteur privé. La mine, évidemment, a rappelé la part considérable que le secteur privé assume dans l'hospitalisation, plus d'un tiers, avec effectivement en regard des dotations qui ne sont pas du tout d'un tiers. Donc il faut rétablir de l'équité là-dedans et à un moment donné, s'enfermer dans des calendriers, s'enfermer dans des objectifs chiffrés, de sorte qu'on ne puisse pas éternellement repousser le tas de sable, d'autant que le tas de sable augmente d'année en année. En tout cas, moi je suis très déterminé auprès des pouvoirs publics, en votre nom, au nom des 101 fédérations professionnelles qui composent le MEDEF, j'allais dire paradoxalement, à tirer parti de la situation dans laquelle se trouve le pays et ses finances publiques. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus se dérober, il faut faire des arbitrages et il faut entendre la voix des entreprises, il faut entendre la voix du secteur privé qui n'est pas évidemment contre l'intérêt général, mais qui, au contraire, contribue massivement à l'intérêt général. On nous dit souvent que les entreprises dans le monde sont intéressées, évidemment, par le secteur de la santé, qui est, dans le fond, satisfaisant, peut-être même bon, dans notre pays, peut-être même excellent par rapport à d'autres pays, parce que évidemment, c'est dans les entreprises, les salariés des entreprises sont mieux soignés, s'engagent dans des politiques de prévention, enfin les entreprises s'engagent dans des politiques de prévention pour leurs salariés. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous en tant que président du mouvement des entreprises de France, du MEDEF, enfin d'encourager les entreprises à bien soigner, bien prendre en charge, bien prévenir les maladies de leurs salariés? Alors, c'est d'évidence que la tradition dans notre pays, c'est vrai de la santé, mais ça peut être vrai du chômage, a plutôt pour habitude de réparer que de prévenir. On sait tous que réparer, ça coûte plus cher que de prévenir. Donc il faut, j'allais dire mentalement, intellectuellement, que notamment les partenaires sociaux se focalisent beaucoup plus sur la prévention. C'est engagé. Par exemple, je vous cite le cas de l'accord senior, l'accord national interprofessionnel senior, que l'on a signé en novembre dernier avec les organisations syndicales. Alors là, ça touche plutôt aux reconversions professionnelles. Mais quand même, on a inscrit dans cet accord qu'il fallait multiplier, sans excès, mais multiplier quand même, les bilans à la fois d'état de santé et de compétences professionnelles pour prévenir un certain nombre de risques, les risques de santé, mais également les risques de déclassement professionnel. Donc il y a une évolution plutôt positive. Mais nous, au MEDEF, on est très déterminés à accélérer, et c'est vrai également sur les accidents du travail, par exemple, qui est un enjeu essentiel, d'abord un enjeu humain, mais aussi un enjeu économique. Là aussi, il faut qu'on ait un changement de pied et qu'on alloue nos ressources sans les augmenter. Le cas échéant même en les diminuant, qu'on alloue beaucoup plus nos ressources à la prévention, puisqu'il y a un rapport coût-efficacité qui est infiniment meilleur. Oui, on nous dit que sur la médecine du travail, mais là vous avez sans doute des chiffres à nous donner, on peut aussi, et sur les accidents du travail, pardon, j'ai dit accidents du travail, on peut mieux faire dans les entreprises. Oui, alors moi Il y a quelques rapports qui n'étaient pas très... Oui, alors pardon, j'accapare la parole, Lamine. Mais tu es là pour ça. Tu me corriges si je dis des âneries, ça m'arrive régulièrement.
les chiffres qui circulent sont essentiellement vrais, ils ne sont pas totalement vrais. En particulier les comparaisons qu'on fait avec les pays voisins, notamment en ce sens qu'on prend en compte, nous, les accidents du trajet, ce que ne font pas les autres. Mais il ne faut pas que ce soit une dérobade, hein, parce qu'à nouveau, derrière, on parle de vie humaine, on parle de l'état de santé de nos salariés. Donc, d'évidence, même s'il y a des gros progrès qui ont été réalisés au fil des ans et qui sont chiffrés, hein, il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin, et ça renvoie à ce que je viens de dire. Il faut qu'on soit beaucoup plus dans la prévention, dans l'équipement, dans l'éducation des salariés, de sorte que d'une manière générale, mais sur les métiers les plus accidentogènes, on accélère et qu'on améliore les performances assez rapidement. C'est un sujet de convergence avec les organisations syndicales, même si on n'a pas toujours les mêmes réponses. Juste un mot, Pascal, sur l'emploi et la formation. On a la capacité, tout secteur confondu, public-privé, la création de 150 000 emplois. Infirmières, aides-soignantes, médecins. Il faut vraiment qu'il y ait un effort qui soit fait. Je sais que tu travailles dessus et j'ai besoin de toi, j'ai besoin du MEDEF pour faire entendre que nos emplois sont des richesses et pas uniquement des charges, comme tu le sais, parce que qui va prendre soin de nous demain? Et ça va arriver vite demain, pour nous. Donc il faut qu'on ait... Ne nous déprime pas. Non, mais quand même, il faut être lucide. Et on aura besoin de tous ces emplois qualifiés. Et c'est quand même un non-sens. On a des postes à donner, du travail à fournir, et on ne trouve pas la main-d'œuvre qualifiée qui part se former, le ministre le dit en permanence, en Espagne, au Portugal ou en Roumanie. Alors si je ne me trompe pas, ça recouvre différents sujets. Mais c'est pas pour me dérober, parce que c'est trop facile de dire que c'est multifactoriel. Une fois qu'on a dit ça, on répond à rien. Nous, on est très mobilisés, et la FHP, le LEM également le sont à nos côtés, sur en amont le sujet de la formation et de l'orientation, parce qu'il y a encore un certain nombre de métiers qui sont méconnus ou qui portent une image négative qui ne correspond pas ou qui ne correspond plus à une réalité. Il y a un deuxième sujet qui est celui de l'attractivité des métiers, notamment en termes de rémunération, avec singulièrement dans votre secteur d'activité cette distorsion qui existe entre le public et le privé et qui n'est pas admissible. Il y a une troisième dimension, et je sais où je parle, donc je m'expose en tenant ce propos, qui est celui des métiers en tension. Je pense qu'on est face à un certain nombre d'urgences. Il faut commencer par le commencement, mieux orienté, mieux formé, initialement et tout au long de la vie, mais le cas échéant, faire appel à de la main-d'œuvre qualifiée étrangère dans des proportions raisonnables. Donc ce sujet des métiers en tension est vrai dans un certain nombre de secteurs. Il faut l'appréhender avec beaucoup plus de sérénité, je dirais d'objectivité que ça n'est le cas dans le débat public, où séance tenante, tout ça est instrumentalisé. Sauf erreur de ma part, on a d'ores et déjà un certain nombre de médecins d'origine étrangère, nécessité faisant loi. Hein. Et à contrario, on a des médecins français qui exercent à l'étranger. Donc il faut là aussi rebattre les cartes, le faire posément, le faire objectivement et rationnellement. Et puis enfin, il y a des sujets d'équilibre économique du modèle. Moi, je suis très impressionné, même si la mine m'avait alerté depuis un certain temps déjà, je suis très impressionné de voir que dans votre secteur, celui de l'hospitalisation privée, pour toutes les raisons qu'on vient de rappeler, notamment d'équité tarifaire et de gestion trop étriquée sur le plan budgétaire, mais il y a un certain nombre d'établissements qui sont en difficulté financière. À ma connaissance, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Et ça, c'est le gros warning. Vous allez, monsieur le président du MEDEF, vous allez regarder, vous promenez là dans les travées de Sontexpo et vous voyez de très nombreuses entreprises, enfin, comme dans les grands salons, mais avec des évolutions hein, dans le temps. Aujourd'hui, beaucoup d'informatique, d'IA. Est-ce que c'est une évolution mais aussi évidemment des architectes, aussi des entreprises de technologie médicale, enfin, etc., etc. Est-ce que quelle est l'analyse que vous portez? Est-ce que dans notre pays, notamment les entreprises françaises et européennes, vous semble tenir le bon bout, performer, comme vous avez l'habitude de le dire? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît rassurant ou peut-être inquiétant? Et peut-être un dernier mot sur la recherche. Ici, c'est un lieu, hein, dans la santé, c'est un lieu de recherche. À la fois de recherche, évidemment, académique, hein, que doivent faire les universités, mais également dans lesquels les entreprises ont un rôle à jouer également, mais aussi de recherche, nous appelons dans notre jargon de recherche clinique notamment. Donc là aussi, il y a des mesures qui ont été prises, les crédits impôts recherche, etc., qui aident les entreprises. Ou quelles sont, de ce point de vue-là, pour terminer, quelles sont peut-être vos recommandations ou
vos souhaits? Non, mais d'abord, c'est un raisonnement, c'est pas une intuition ou une simple conviction. Moi, je crois beaucoup au progrès et à l'innovation. Vous évoquiez tout à l'heure l'intérêt que portent les GAFAM au secteur de la santé. C'est pas tout à fait indifférent. C'est d'abord parce que c'est un marché qui va se développer considérablement à l'échelle mondiale, mais également à l'échelle de chaque pays du fait de la démographie. Et c'est bien la traduction du fait que singulièrement le digital peut être un levier, peut être un argument extraordinaire pour le secteur de la santé. Au MEDEF, nous, on est très positif sur l'intelligence artificielle. On est tout aussi conscient que ça présente des menaces. C'est vrai qu'il y a des pans entiers de l'emploi, de l'activité, des territoires qui peuvent être déstabilisés par l'intelligence artificielle. Mais là non plus, on ne peut pas être dans le déni en disant c'est parce qu'il y a une menace qu'il ne faut pas s'y intéresser, surtout pas. Non, au contraire, il faut s'en emparer positivement et c'est la raison pour laquelle moi j'ai organisé avec la fédération Numéum, la fédération du digital, un tour de France de l'intelligence artificielle pour convaincre ceux des chefs d'entreprise qui n'en sont pas déjà convaincus que l'intelligence artificielle, ça nous intéresse tous, quel que soit notre secteur d'activité, quelle que soit la taille de notre entreprise, et que ça ne doit pas, que ça ne peut plus rester l'apanage des seuls sachants du digital. Évidemment, c'est leur cœur de métier, donc ils s'y intéressent. Mais il faut qu'on s'en empare pour autant que possible identifier les opportunités que ça crée, avec en particulier des opportunités en termes de productivité qui sont incroyables. Les sujets de tension de main-d'œuvre peuvent pour partie se traiter grâce à l'intelligence artificielle. Les sujets de simplification peuvent pour partie se traiter grâce à l'intelligence artificielle. Ne passons pas à côté. Mais plus globalement, je crois que ce qui est essentiel dans un secteur qui est, et c'est normal d'une certaine manière, très à la croisée des chemins entre le public et le privé, il faut rétablir ou établir, à vrai dire, une forme de collaboration beaucoup plus transparente, beaucoup plus équitable, beaucoup plus confiante et s'inscrire, mais c'est vrai dans d'autres secteurs d'activité, il faut s'inscrire dans des trajectoires pluriannuelles. Les coups de godille qu'on a au fil des PLFSS, des PLF, de la situation budgétaire du pays, de la situation politique du pays, c'est évidemment très déstabilisant pour l'ensemble de notre économie. Ça l'est singulièrement dans une industrie, je me permets de parler d'industrie alors que c'est un métier de service, mais on se comprend, dans une industrie où les investissements sont lourds, où les formations sont longues et où on traite la matière vitale, au propre et au figuré, la matière vitale du pays. Donc nous, sur le secteur de la santé globalement, de l'hospitalisation privée notamment, on est très en appui, je crois que c'est une demande de ta part, de votre part, de cette loyauté, de cette transparence et de cette visibilité dans la relation entre le privé et le public. Merci Patrick, je suis impressionné parce que tu pourrais être président du MEDEF et de la FHP. Parce que tu as repris exactement les thématiques que l'on porte depuis des mois, voire des années, et elles sont tiennes, donc merci. Avant de nous quitter, je te donnerai une petite plaquette, 2 pages d'une clinique privée, l'hôpital privé du Confluent, qui est un exemple d'efficience. 53 000 séjours, 200 000 consultations, 35 000 urgences, pour environ, avec les honoraires, 200 millions d'euros de budget. Alors je le dis doucement, le camp d'en face, il le ferait pour 2 fois plus cher. Voilà, donc c'est l'efficience, mais je le dis très doucement, hein. Mesdames, messieurs les journalistes, ne reprenez pas ce propos qui est un propos d'humour, surtout dans cette enceinte. Mais merci Patrick pour ta présence et merci pour tous les coups que tu prends pour nous tous. Merci parce qu'on l'oublie toujours, quand on est président d'une fédération, président du MEDEF, on prend des coups en permanence et rares sont ceux qui te disent merci parce qu'on te dit mais tu l'as cherché, tu l'as voulu, tu as été élu donc tu prends. Non. C'est pas si simple que ça. Merci. Ça me touche beaucoup et ça veut dire que je serai rapidement, à force de prendre des coups, un bon client de la FHP. J'aime beaucoup la FHP, mais pas à ce point-là. Merci. Merci Patrick Martin, président du MEDEF, d'être venu à Sontexpo.